suis psychologue, je suis neuropsychologue de formation même et thérapeute en thérapie cognitive et comportementale. Je travaille actuellement, quand même, on fait un peu de pub pour une équipe mobile d'appui à la protection de l'enfance, où on suit et accompagne des enfants de 0 à 18 ans qui ont et une mesure de protection de l'enfance et un dossier de l'EDH. Ça, c'était pour le petit pub quand même. Qui s'appelle l'EMAP. Et donc aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter les adaptations des protocoles de TCC pour la prise en charge des comorbidités chez les personnes qui ont un TSA. C'est un sujet vaste qui m'a passionnée quand je me suis mise en libéral. Ça devait être en 2017 à peu près, où j'ai reçu beaucoup de patients pour m'orienter TSA, même si à la base je faisais surtout du tout venant et de la prise en charge TCC. Et là, je me suis rendu compte que j'avais un tout petit souci en termes de prise en charge pour ces patients-là, que les protocoles n'étaient pas toujours très adaptés, qui ne fonctionnaient pas très bien. Et j'ai commencé, comme souvent les psychologues, à aller regarder dans la littérature, mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, je me suis dit, bah mince, en fait, il n'y a rien. En tout cas, vraiment pas grand-chose. Rien en France, très peu de choses en Europe. Un petit peu plus en Amérique du Nord, mais avec très peu d'études. Et donc, avec le docteur Bouchous, qui n'est pas là aujourd'hui, mais que je remercie pour son aide, on a essayé d'adapter un petit peu les protocoles pour que ça fonctionne le mieux possible. Tout n'est pas parfait du tout, il y a plein de choses encore à faire avec les personnes qui ont un TSA. Je vais essayer de vous en parler un petit peu. Bon, je ne vais pas passer dedans parce que vous connaissez très bien. C'était surtout pour dire que les troubles du neurodéveloppement, il y en a plusieurs. Il y a des associations très importantes. Vous savez, je passe vite. Juste un petit rappel sur les chiffres quand même qui sont importants. Alors, les pourcentages, vous les connaissez parfaitement, j'en suis sûre. Mais les chiffres, je trouve qu'ils sont pas mal parlants. 7500 bébés chaque année, 100 000 jeunes de moins de 20 ans et près de 600 000 adultes. Mais ça, c'était 2018-2022. Donc dans 2023-2027, on va voir que ça augmente. Mais c'est quand même un chiffre qui est énorme en tête de population générale. Et du coup, comment c'est les troubles qui sont associés avec le trouble du spectre de l'autisme? Il y en a énormément. Donc 70% des personnes qui ont un TSA ont au moins un autre diagnostic psychiatrique et 40% en ont plusieurs, au moins deux, avec énormément de troubles anxieux. Alors, les études, je vous ai mis celle-là, il y en a quand même quelques-unes. C'est comme sur la comorbidité avec le trauma, ils ne sont pas tous d'accord et on a des chiffres qui sont très différents, mais celle-ci, c'est quand même celle qu'on retrouve le plus et qui est le plus représentatif. On a quand même une comorbidité qui est extrêmement importante. Donc avec l'augmentation de la prévalence des personnes TSA et la forte comorbidité psychiatrique, évidemment on a une augmentation de la demande de soins en santé mentale pour les personnes TSA et donc une nécessité, un devoir d'adapter nos prises en charge à leurs besoins. Et on le voit en cabinet, hein, quand on parle des personnes qui sont en libéral, en institution certes, mais des fois on a la tête un peu juste avec la pathologie sur laquelle on travaille. En libéral, on a vraiment tous les patients et on peut vraiment voir qu'il y a une augmentation très forte de la prise en charge de ces personnes qui ont un TSA et une demande très importante. Donc on a des exemples déjà assez probants d'adaptation pour les TCC à la population pédiatrique, aux troubles du spectre de la schizophrénie, ou dans les troubles bipolaires. On a les TCC qui sont adaptés pour les TDAH, pour les troubles de perso borderline, et alors il nous manque le trouble du spectre de l'autisme. Alors en termes de publication, il n'y a pas grand-chose. Il y a des livres, mais qu'on ne va pas considérer comme étant de la littérature reconnue scientifiquement. On a des études qui ont existé, on en a plus sur les troubles anxieux et sur les TOC, TCC, TSA et troubles de stress post-traumatique. Il y en a vraiment très peu. Et puis après, on a des gros guides. Un qui a été fait par l'Angleterre et l'autre par la Nouvelle-Zélande. Vous les retrouvez en bibliographie, je la laisserai, mes diapos, où ils proposent des adaptations pour la psychothérapie de façon générale.
Donc là, moi, dans ce que je vais vous présenter, je me base sur ces recherches et puis aussi sur ma clinique. Bon, ça, on l'a vu, du coup, je vais pas le reprendre. Tac. Les processus transdiagnostiques, on l'a vu tout à l'heure, je vous les ai remis quand même, c'est vraiment important de les avoir en tête parce que pour la prise en charge, évidemment, si on a des processus qui sont communs entre le trauma et l'autisme, on va avoir des particularités de prise en charge. Les anomalies neurobiologiques qui sont communes aussi, on les a vues, enfin moi ce que je pense qu'il faut retenir, Mme Moore les a présentées, et Sandrine aussi, ce qu'il faut vraiment retenir c'est une régulation émotionnelle qui a impacté à cause du fonctionnement de l'amygdale et du cortex préfrontal, l'hippocampe qui va impacter tout ce qui va être mémoire, et la dysrégulation du vivant de l'axe hypothalamo-pituitaire adrénalien. Mais ça, c'est ce qui va générer le cortisol dans le corps. Donc ça, c'est important parce que ça veut dire que les personnes qui ont un TSA, de base, elles ont une mauvaise régulation émotionnelle, elles ont des difficultés en mémoire, notamment en mémoire autobiographique, et elles ont un niveau de stress qui est déjà beaucoup plus élevé que les autres. Et ça, en termes de prise en charge, c'est hyper important que vous l'ayez en tête. Ça, on l'a dit aussi plein de fois. Je passe, ça aussi. Voilà. Parfait, du coup. J'ai pas pris le temps. Alors, je me ferai des petits. Alors là, on va arriver sur des choses peut-être un peu bateau pour certains, mais quand même importantes. C'est déjà comment adapter l'accueil et la prise en charge des personnes avec un TSA, c'est-à-dire la psychothérapie de façon générale. Quand on a un patient qui a un TSA qui vient nous voir, à quoi déjà on doit faire attention, juste parce qu'il a un TSA. Et rien d'autre pour le moment. Donc je vous ai repris en gros les 3 grandes particularités qu'on va retrouver avec les personnes TSA et donc la nécessité de l'adapter sur ces particularités-là. Donc sur les difficultés de communication et d'interaction sociale, on va devoir adapter les choses, alors ça je trouve génial. Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. Et donc moi je mettrais les psychologues qui survivent la prise en charge de patients TSA ne sont pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. C'est nous qui allons devoir nous adapter à eux et pas l'inverse. Eux, ils se sont déjà beaucoup adaptés, beaucoup trop, parfois. Et on ne va pas leur demander de s'adapter à notre style de thérapie. C'est à nous d'adapter notre style thérapeutique, c'est à nous d'adapter notre prise en charge à eux, c'est à nous de mettre à disposition toutes nos connaissances et nos outils pour les aider. Et je pense que si les gens ont compris ça, on a de fait une grosse partie du job. Donc sur les difficultés de communication, d'interaction sociale, ça va vous paraître bateau, questionner leurs émotions et ressentis. Ah bah oui, évidemment. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est que nous, on va voir leurs émotions et leurs ressentis à travers notre cerveau neurotypique. Si par exemple mon patient il me dit là je me suis trouvée hyper nulle, et puis il le dit souvent, je suis super nulle sur ça, je suis très nulle. Nous, avec notre cerveau neurotypique, on va se dire, on va avoir des alarmes. Oh là là, il a un syndrome de l'imposteur, oh là là, est-ce qu'il serait pas un peu déprimé, hein? On va aller chercher ça. Au lieu d'aller lui demander, mais pour vous, c'est bien, c'est pas bien, c'est neutre d'être nul, c'est quoi? Et en fait, il y a des patients qui me disent « Non, mais là, j'ai été nulle et c'est OK. » Et pas de souci, oui, là, je suis nulle. D'accord. Et c'est ça qu'on veut aller chercher. C'est pas comment nous, on interprète leurs émotions, leurs pensées, leurs comportements. C'est comment eux, ils le vivent. Les études sur les TCC chez les personnes TSA montrent que ça baisse les symptômes de TSA. Quand on creuse dans les études, en fait, on voit que c'est rapporté par les thérapeutes, parfois par les questionnaires, et quand c'est les patients qui sont questionnés, on n'a pas d'amélioration de leur qualité de vie. Et ça, c'est quand même, ça interroge un tout petit peu. Et c'est qu'en fait, on se dit, oh, oui, c'est bon, ils jouent bien. Mais en fait, il n'y a pas d'amélioration de leur qualité de vie. Or, finalement, est-ce que c'est tant la baisse de la symptomatologie qu'on vise ou l'amélioration de leur qualité de vie? Et c'est des questions qu'on oublie de se poser, parfois, en prise en charge. On est dans notre truc, et il y a de la symptomatologie, et on veut baisser la symptomatologie. Qu'est-ce que ça veut dire baisser leur symptomatologie? Donc questionner leurs émotions et leurs ressentis, vraiment. Comme si on était neutre, qu'on connaissait rien à la vie, qu'on venait d'arriver, qu'on était des nourrissons tout neufs,
et qu'on veut vraiment comprendre ce que eux, ils pensent, comment eux, ils le pensent. Et on ne peut pas faire autrement que leur demander. Leur demander même tout ce qui nous paraît le plus bête, le plus insignifiant, le plus facile possible. Mais eux, ils n'ont peut-être pas vécu, peut-être pas pensé, peut-être pas ressenti comme ça. Donc il faut absolument vérifier. Et puis verbaliser, décoder nos émotions, nos ressentis et nos intentions. Et ça, c'est aussi extrêmement important. Bien sûr, on va le voir, il est implicite, etc. Tout ça, c'est des difficultés. Et donc, c'est extrêmement important que nous, on verbalise ce qu'on veut dire, ce qu'on ressent à ce moment-là, ce qu'on a l'intention de faire, puisqu'ils ne vont peut-être pas le comprendre comme nous, on aimerait qu'ils comprennent. Attention à nos interprétations, je vous en ai déjà un petit peu parlé. Et puis après, il y a tous les bateaux que vous connaissez très bien, mais en fait, on ne le fait pas toujours, malgré le fait qu'on le sache. Éviter d'utiliser des métaphores, des sous-entendus, des phrases abstraites, de l'ambiguïté, des situations hypothétiques, ou alors on l'explique. Par exemple, moi, je fais beaucoup d'humour, c'est une catastrophe. Mais je ne vais pas me changer. Je suis comme ça, je n'arriverai pas à faire autrement. Mais du coup, je l'explique. Donc quand je fais un truc, je le vois comme ça. Oui, c'est comme ça, je suis comme ça, mais on va réussir à s'entendre. Je vais vous expliquer, vous allez me dire quand ça ne va pas, quand ça ne passe pas, etc. Mais on le dit, on l'explicite. Évite d'utiliser la négation, des phrases simples, courtes, précises. Ça paraît très basique, hein. Mais attention, en fait, quand on n'a pas, notamment aussi que des patients qui ont un TSA, en tout cas, moi, en général, je m'étais faite un peu ce type-là en me disant, en fait, je vais me faire des journées patients TSA versus des journées patients neurotypiques, parce que sinon, ce switch-là, il est hyper difficile. Donc attention à l'utilisation du on, hein, voilà, j'en ai des tonnes de patients, j'ai un patient qui m'avait dit au travail, mon chef m'a dit il va falloir qu'on finisse ce travail assez rapidement. Ben, je l'ai pas fait, parce que on c'était pas moi, on c'est qui, il savait pas qui c'était on, donc il l'a pas fait. Et puis rapidement, c'était quoi rapidement? Un jour, 2 jours, 1 semaine, 3 semaines, 1 mois, il ne savait pas, donc il a pas fait. Évidemment, il s'est fait monter les bretelles. Et donc, en fait, ça, nous, on l'utilise beaucoup, on. Mais on, le patient, ils ne sont peut-être pas concernés. Donc, attention à ça. Favoriser l'utilisation de questions fermées, et ça, c'est difficile en thérapie. En TCC, on va trouver, voilà, là, est-ce que je fais une question ouverte, une question fermée, un reflet, et bien là, on va essayer quand même plutôt de faire des questions fermées. Ça va les aider. Parce que sinon, ça fait bonjour, comment vous sentez aujourd'hui? Bien. Ok. Et du coup, votre semaine, elle s'est passée comment? Ah, bah, vous vous sentez comment? Bah, pas très bien. Et parce que la première question, bonjour, comment vous allez, comment vous vous sentez? Bah, eux, ils ont appris, il faut dire bien, ça va. Bah, donc ils répondent bien, ça va. Bon, on n'a pas vraiment la réalité de ce qu'on attendait. Bon, tout le sphère émotionnel, on en a parlé, et beaucoup passé par des schémas. Alors, on a tendance à se dire, oui, bon, bah, ceux qu'on a en cabinet, les bons niveaux, je vais beaucoup parler des TSA sans TDI, hein. On n'a pas besoin de passer par de l'écrit parce qu'ils ont un niveau verbal tout à fait correct, fonctionnel. Il n'y a pas besoin de passer par de l'écrit. Et ça, c'est une vraie erreur qu'on fait. Il faut vraiment passer par l'écrit, même pour ceux qui ont un très bon niveau de langage. Parce qu'en fait, quand on creuse et quand on leur demande, et les études montrent, que même ceux qui ont un bon niveau de langage, le fait de passer par l'oral pour exprimer ses émotions, il est beaucoup plus coûteux et beaucoup plus fatigant que de passer par de l'écrit ou du visuel. Et donc ça, c'est vraiment important pour nous parce qu'on va avoir tendance à le faire. Et puis, quand ils sont mobilisés par leurs émotions, en général, quand ils viennent en thérapie de voix, c'est pas qu'ils sont hyper bien, hyper heureux, tout va bien, ils vont faire la fête un peu donnée. Ce serait bien, hein, mais c'est pas toujours ça. En général, ils vont ressentir des émotions fortes. Et donc, on sait que quand ils ressentent des émotions fortes et qu'il faut qu'en plus, ils mobilisent leur langage pour vous en faire part, c'est extrêmement coûteux d'un point de vue et c'est énergivore pour eux. Donc, essayons de passer par l'écrit. Et même dans la rétention d'informations, du coup, l'écrit va pouvoir leur permettre d'avoir une meilleure rétention d'informations. La fatigue, elle est extrêmement importante, on la verra plus tard. Un patient qui est fatigué, il ne va pas écouter, être attentif à ce que vous dites, etc. en thérapie. J'essaie de vous faire vite parce que j'ai
tellement envie de vous dire plein de choses, et puis c'est trop court, et puis j'ai pas réussi à les soudoyer pour avoir plus de temps, donc... Bon, bah alors là, oui, hein, être attentif à tous les stimuli qui pourraient impacter la personne, lumière, soleil, écran d'ordinateur, température de la pièce, bruit de clim, bon, je vous les ai tous mis, bruit d'horloge. Moi, j'ai des bracelets. Et en fait, quand j'écris, ça tape. Et j'avais jamais remarqué, avant de commencer à vraiment travailler sur mes adaptations, pourtant ça faisait quand même 10 ans déjà que je travaillais dans l'autisme, une petite idée de ce qu'étaient les troubles sensoriels quand même, et en fait j'avais jamais fait attention à ça. Et puis un jour, quand je me suis dit, bon, faut adapter, tout très bien, je regardais partout, ok, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je peux adapter, etc. Et puis je me souviens de ma cousine qui me disait quand j'étais petite, quand tu te cachais, quand on jouait à cache-cache, on arrivait à te retrouver avec le bruit de tes bracelets. Donc je me suis dit, bah tiens, on les entend, peut-être que ça les gêne. Donc là, j'ai commencé à demander aux patients, est-ce qu'il y a des choses qui vous gênent dans le cabinet, pour voir ce que je pouvais aménager, et puis pour adapter ma prise en charge. Et le nombre de patients qui m'ont dit, le bruit de vos bracelets sur le bureau, c'est insupportable. Je me suis dit, oh, mince, ok, on va enlever parfois les bracelets. Donc le but, c'est pas de se changer complètement, j'ai mis parfum, etc. Le but, c'est d'adapter ce que vous pouvez adapter. Si vous n'avez pas envie d'enlever vos bracelets, ok, vous n'avez pas envie d'enlever vos bracelets, vous avez le droit, il faut le dire aux patients, je ne les enlèverai pas, c'est très important pour moi, mais je peux essayer de m'en les taper, voilà, après ils ont d'autres choix aussi, ils peuvent aller voir quelqu'un d'autre. S'ils veulent. Non, mais c'est vrai, il faut qu'ils aient eux le droit de dire, bah moi j'adapterai pas, mais vous avez le droit d'aller voir quelqu'un d'autre si ça ne convient pas. Il faut qu'ils puissent avoir. Et d'ailleurs, vous rigolez, mais c'est hyper important de le dire, parce qu'une personne qui a un TSA qui vient, il a fait une démarche, il vient vous voir, il a confiance en vous. Parfois, pour arrêter, aller voir quelqu'un d'autre parce qu'il se sent pas bien, si vous lui avez jamais autorisé, il va jamais vous le dire. Non, c'était pas une blague. Donc demandez à la personne si quelque chose les gêne. À l'anamnèse, j'avais oublié de questionner l'état de santé, les douleurs chroniques, avoir la possibilité de proposer des pauses sensorielles. Ça, c'est ce que je vous dis. Alors, je voulais dire, il y a mon expérience clinique, mais il y a énormément de choses qui sont reprises dans le manuel là, de la Nouvelle-Zélande et de l'Angleterre, dont les pauses sensorielles. Donc, du coup, essayez d'avoir un petit peu de matériel sensoriel à disposition. Des choses simples, hein, pas obligé de valider. Optose, sans faire de pub. Les particularités cognitives. Alors, il y en a beaucoup. Je ne les ai pas toutes détaillées parce que déjà, ça allait prendre trop de temps. Puis, je me suis dit, mais ils le connaissent hyper bien, c'est sûr, on ne va pas tout détailler. Mais je vous rappelle quand même que ça entraîne une fatigue extrêmement importante. C'est aussi pour ça qu'on essaye d'avoir un temps qui peut être modulable en termes de prise en charge. Donc, si le patient avec qui vous êtes, il a besoin de 45 minutes de prise en charge ou 30 qu'il n'en peut plus, on arrête. Et puis, s'il a besoin d'une heure et demie, il faut se laisser peut-être un peu la possibilité, ce qui n'est pas toujours simple pour ceux qui sont en libéral, d'avoir cette flexibilité-là avec les patients TSA, parce qu'on sait que ça peut être plus ou moins long. Utiliser une approche structurée, être explicite à propos des rôles, du temps, des objectifs, des techniques, afin de minimiser l'anxiété liée au processus thérapeutique. Travailler plus la généralisation. Les patients, ils sont gentils, hein. Ils font les expositions, ceux qui connaissent le TCC, ils font les expositions avec vous en cabinet. Donc une exposition, je m'expose à, par exemple, on va prendre sur ça, j'ai une phobie des poules. Au cabinet, une photo de poule, ok, je m'expose à la photo de poule, ça fait monter un peu l'anxiété, j'attends que ça redescende, comme ça qu'on travaille. C'est super, ils vont le faire, ils sont gentils, ils vont faire ce que vous dites, et puis après vous allez monter en difficulté, et puis vous allez le faire à la maison, vous avez fait, ça marche pas du tout. J'arrive pas du tout à la maison, donc en cabinet ça marchait bien, vous étiez là, vous l'avez accompagné, et puis à la maison, il n'y arrive pas. On sait, on a tous vécu ça, la généralisation, c'est quand même très compliqué. Même pour des patients neurotypiques, des fois ça coince, mais encore plus pour eux. Et donc là, nous, il va falloir qu'on utilise même dans nos techniques vraiment ce qu'on pourrait utiliser pour la généralisation qu'on fait pour tous les cancers, en utilisant par exemple le modèle réel dans ABA. Donc de changer les intervenants, de changer les photos, de changer les lieux, etc. Donc si vous avez la possibilité en cabinet,
parfois d'aller dehors pour faire les expositions, d'aller chez eux, ou en visio, etc. Bah, c'est toujours de varier les supports, etc. Il faut vraiment aller là-dedans, sinon ils vont être très efficaces et très bons dans votre cabinet et pas à l'extérieur, ce qui ne sert pas à grand chose. Une interrogation poussée autour des scènes sociales. On ne peut pas travailler uniquement avec la subjectivité de la personne. Ce qu'on fait en TCC, quand on a une thérapie, on ne va pas chercher la réalité de ce qui s'est passé, on travaille avec la subjectivité de la personne. Elle nous apprend des choses, et c'est avec ça qu'on travaille. Or là, il est nécessaire d'avoir parfois la réalité de ce qui s'est passé, notamment sur les scènes sociales. Ils vont vous rapporter, à travers leur prisme, le fait, par exemple, d'être harcelé au travail. Et on va travailler avec le fait que lui se sent harcelé au travail. Mais c'est vraiment important aussi qu'on ait en tête qu'est-ce qui se passe réellement au travail. Ça a été quoi la situation exacte? On veut les mots exacts qu'a dit la personne, on veut la scène exacte de ce qui s'est passé. Parce qu'il va falloir qu'on travaille sur leur interprétation aussi. Et nous, on a besoin de ce qui s'est passé en vrai, pour pouvoir travailler ça avec eux et leur décoder le monde. Oui, mais en fait, les gens disent ça pour ça, ou ils vont dire ça pour ça, ou ils peuvent penser ça pour ça. Alors, je tiens à dire quand même que, on va le voir après, dans tout ce qui est restructuration cognitive, le travail sur la pensée, etc., des personnes pour en ça, je m'avance peut-être un peu, on va le voir, il va falloir vraiment faire la différence entre il y a une pensée dysfonctionnelle due à un trouble psychopathologique versus il y a une pensée réaliste du TSA. Mais ça, on va le voir après. Attention au changement, voilà, nous, des fois on peut aimer un changement de coiffure, disposition des meubles. Vous avez le droit, on va vous demander d'être coiffé, maquillé, habillé, pareil à chaque fois. Mais si vous faites des gros changements, juste essayez de les avertir avant, qu'ils puissent se préparer au changement que vous allez faire. Notamment si vous changez la couleur des murs ou des choses comme ça dans le cabinet. L'objectif, c'est de diminuer leur anxiété. Diminuer leur anxiété va faire que la prise en charge sera plus efficace et qu'ils seront plus mobilisables dans ce que vous allez dire. Et faire avec eux. Donc ça, on a dit, ce qui est pour vous un détail ne l'est pas probablement pour lui, donc allez chercher. Ça, on l'a dit aussi. Il y a en général des difficultés en métacognition. Métacognition, la pensée sur sa pensée, ses émotions. Ben là, je suis en train de dire, est-ce que ce que je fais, c'est bien? Est-ce que les mots que je dis sont bien? Oh là là, j'ai du rouge, je me sens toute rouge. Est-ce qu'ils sont en train de croire qu'à l'intérieur de mon corps, c'est du feu? Voilà, tout ça, c'est de la pensée sur ma propre pensée. Et donc ça, cette métacognition, elle peut être très en difficulté. Or, en TCC, en thérapie, on en a besoin d'avoir accès un minima à leur métacognition. Qu'est-ce qu'ils ont pensé de leur pensée? Qu'est-ce qu'ils ont pensé de leur émotion? Qu'est-ce qu'ils ont pensé de leur comportement? Et on essaie d'aller toujours leur demander ce qu'ils ont, de vous expliquer ce qu'ils ont eux compris, de réexpliquer ce que nous on a dit, de réexpliquer ce qu'ils ont compris de la situation, pour qu'on soit sûr qu'on est sur la même longueur d'onde. On le sait tout ça, mais en fait si on réfléchit, est-ce qu'on le fait vraiment? Est-ce que quand le patient rentre dans notre bureau, je prends 20 minutes, une demi-heure, la première séance, à lui demander tout ce qu'il gêne sensoriellement dans ce bureau, à vérifier son niveau de compréhension, à savoir si je peux faire des sous-entendus, à connaître son niveau en métacognition, etc., etc. Tout ça, on le sait, mais est-ce qu'on le fait? Pas toujours, en fait. On s'attend à ce qu'eux, ils s'adaptent à nous. Vous avez remarqué que ça ne marche pas très bien quand on s'attend à ce qu'ils s'adaptent à nous. On essaie de communiquer de manière écrite, visuelle, des feuilles de travail, des images, des diagrammes, des boîtes à outils, des bandes dessinées, des vidéos, du modelage, du travail à l'ordinateur, tout ce qui vous fera envie, mais visuel. Le mieux, et ça les études le démontrent, comme dans le trouble du spectre de la schizophrénie, impliquer une personne telle qu'un membre de la famille, un proche, un intervenant, comme co-thérapeute, va maximiser la généralisation entre
rencontre des compétences acquises. Plus on va avoir quelqu'un à l'extérieur qui va pouvoir nous aider à mettre en place les exercices, à lui faire les choses, à avoir un petit œil aussi en disant bah là tu vois, tu as pensé que lui il avait dit ça alors que moi j'aurais pensé que lui a dit ça. C'est génial, vraiment ça potentialise à fond notre travail. Alors ça on l'a dit, il faut que vous soyez un peu flexible sur le temps de rencontre et aussi sur le temps en séance mais aussi entre les séances. C'est vrai que souvent on a tous les patients on les voit une fois tous les 15 jours ou une fois par semaine et là il faut parfois aussi pouvoir être un peu plus flexible avec eux. Et une fois tous les 15 jours, après ça va dépendre des patients, ça peut être un peu long aussi pour eux, surtout en début de thérapie. Et être attentif à toute l'anxiété qui va être générée par leur particularité de fonctionnement. On a vu déjà neurobiologiquement, ils ont une densité de fond qui est très haute, et nous, la situation de venir en consultation, que ce soit en centre hospitalier, en libéral, peu importe, ils ont pris la voiture ou les transports en commun. Ils ont dû vérifier leur agenda pour se souvenir qu'il fallait venir le voir. Ils ont eu la salle d'attente avec potentiellement la musique de la salle d'attente, les lumières, etc. On ne peut pas tout adapter non plus, parce que vous êtes très très riche. Mais du coup, ça peut aussi les agresser. Et puis après, le fait de venir nous parler de ce qui leur pose problème, de savoir qu'ils vont parler de leurs émotions, elles n'ont pas forcément l'habitude, comment je vais en parler, qu'est-ce qu'elle va penser de moi, est-ce que là ce que je dis c'est bien, etc. etc. Tout ça, ça va monter un niveau de stress qui est quand même très élevé. Et nous, on s'attend à ce qu'ils se posent et puis qu'ils puissent parler, discuter tranquillement. Sur en plus un niveau verbal qui ne leur convient pas vraiment. C'est vraiment compliqué ce qu'on leur demande en termes de consultation. Bon, ça vous connaissez par cœur, j'avais quand même envie de le mettre. Vous connaissez par cœur, mais pareil, hein, finalement, quand je rentre dans les bureaux de consultation de collègues et thérapeutes qui prennent en charge les personnes TSA, je ne vois pas toujours ça. Pourtant, elles savent très bien qu'il faut visualiser le temps, etc. Mais en fait, surtout si elles prennent en charge TSA à bon niveau, il sait, on a dit 1 heure et c'est bon. Mais en fait, on a le patient qui, à l'heure pile, vous finissez à 16h, 15h49, il est en train de plier ses affaires, vous êtes en train de parler, ils sont en bas. Et puis, on a le patient qui, à 16h20, va continuer à parler, et puis vous allez vous dire, non mais là c'est fini, ah bon? J'ai pas du tout vu. Alors chez les patients neurotypiques, ça fonctionne aussi, bien sûr, mais encore plus chez eux. Et donc c'est vraiment important qu'ils puissent se repérer aussi dans ce qu'ils veulent dire, parce que nous, des fois, on a notre trame en tête, et puis eux, en fait, ils voulaient nous dire quelque chose, ils vont nous laisser faire leur trame, puis ils vont partir sans avoir dit ce qu'ils avaient à dire. Parce qu'en fait, c'était fini, puis quand ils s'en étaient pas rendus compte. Bon, les fiches, alors moi je leur fais ça, ce genre de fiches, les fiches de déroulement des TCC, ça dépend du niveau, ça peut être en photo, ça peut être en photo, ça peut être en écrit, avec la manière dont je travaille, ce qu'on va faire, comment se font un petit peu les séances. Je vous ai mis que quelques exemples. 10 minutes, on n'est pas du tout. Alors on va passer vite. Bon, ça vous aurez. Pour les TCC, ça c'est ce qu'on a, les gros points qu'on va faire tout le temps, avant de passer au trauma spécifiquement, tiens, je reviens là-dedans. Il faut tout adapter à tout ça. Le style de vos entretiens, adapté. L'analyse fonctionnelle, adapté. Les questionnaires, adaptés si on peut. Ça veut dire si on a des questionnaires qui sont valides pour cette population, évidemment, on va les prendre. Souvent, il n'y a rien pour cette population. Il y a des petites choses. Il n'y a pas grand-chose, je vous l'accorde. Mais il y a quand même certains questionnaires, par exemple les questionnaires pour les TOC, ont été adaptés avec la Guinée Post version autisme. Pour le trauma aussi, on a des petites choses qui sont adaptées. Oui, je suis d'accord, il n'y en a pas des millions, mais il y en a quand même, il faut aller les chercher. Je vais l'analyse fonctionnelle, je vais m'arrêter un petit peu. Alors, il y a les analyses fonctionnelles, ça va peut-être rentrer un peu dans le détail, mais type ASTER ou SORC, pour ceux qui connaissent et qui sont très bien.
ce que j'aime bien, c'est l'analyse holistique processuelle, parce que je trouve que pour cette population-là, elle va quand même nous permettre visuellement d'avoir, et alors moi j'ai fait un peu différemment, mais je ne sais pas si je vous la montre parce que vous allez hurler, et en plus il y a plein de choses qui n'y sont pas, oui hurler merci, et il y a plein de choses qui n'y sont pas parce que tout ne rentrait pas, mais ce qui est important ici c'est que j'essaye de mettre deux couleurs pour les processus qu'on retrouve dans les troubles du neurodéveloppement et les processus qu'on retrouve dans la psychopathologie associée, dans la comorbidité associée. Et c'est hyper important de faire ça parce que on voit, notamment pour le trauma, qu'on va avoir tous les processus, c'est un patient fictif, évidemment, on va avoir tous les processus qu'on retrouve dans le TSA. Je ne vais pas tout vous dire pendant trop de temps. Et on va avoir un événement de vie à potentiel traumatique, ici. Et ensuite, potentiellement, tout un tas d'autres processus qui vont arriver, qu'on retrouve dans le stress, dans le trauma. Si, par exemple, j'ai un patient qui a un TSA et un trauma qui vient, et je vais travailler sur, je me dis, je vais travailler sur une hypervigilance. Comme on pourrait travailler dans un trouble de stress post-traumatique. Je vais avoir un gros problème parce que l'hypervigilance ici, elle est sous-tendue par des processus neurodéveloppementaux du TSA. Et du coup, si je m'arrête à travailler le processus psychopatho en tant que tel, sans prendre en compte qu'il est sous-tendu par des processus neurodéveloppementaux, ça ne va pas marcher. Et c'est la grosse difficulté, c'est ça qu'on retrouve en fait. Les patients viennent pour une dépression, pour un TOC, pour un trauma, et on va prendre en charge le processus de la comorbidité, en oubliant qu'il est grandement, et la plupart du temps, sous-tendu par des processus neurodéveloppementaux. Et c'est ça qui fait qu'ils sont rigides, qu'on n'arrive pas à bouger les choses, que ça ne fonctionne pas, ou que ça revient. C'est parce qu'on n'est pas allé plus haut. Et qu'on est allé à la deuxième ligne, au lieu d'aller à la première ligne, en termes de focus sur le processus à prendre en charge. Et, pas si c'est hyper clair. C'est clair ? Oui, on l'a dit, globalement. Questionnaire, on l'a dit. Bon, niveau d'insight et de motivation, vous avez tous eu des patients qui ont un TSA, il faut absolument évaluer ces deux éléments, parce que du coup, vous allez adapter en fonction. Si le niveau d'insight, il est plutôt bas, là, dans tout ce qu'on a dit tout à l'heure, aller rechercher vraiment la réalité de la situation, ça va être extrêmement important. Et la motivation, pareil, ça peut être vraiment un prérequis avant la thérapie, comme toute la population générale. Si vraiment la motivation est basse, il va d'abord falloir faire des entretiens motivationnels avant de pouvoir passer à la TCC. D'autant que la TCC, elle demande quand même un engagement important de la part du patient. Et puis évidemment, on va favoriser l'empowerment et l'autodétermination. L'alliance thérapeutique a un rôle quand même hyper important sur ça. Vous savez tous très très bien que 70% de la variabilité des résultats sont liés à des facteurs communs. Et ces facteurs communs vont être les caractéristiques du thérapeute, l'alliance et les attentes du patient envers la thérapie. Et 8% seulement sont liés aux techniques spécifiques à l'orientation psychothérapeutique. Et ça, c'est hyper important parce qu'en fait, quand on regarde les autres études, l'alliance thérapeutique avec les patients TSA, c'est ce qui est, selon les thérapeutes, le plus difficile à mettre en œuvre. Or, c'est 70% de l'efficacité de votre thérapie. Donc, finalement, ce temps d'alliance thérapeutique, il est aussi important que le temps de la thérapie en elle-même. Ok, on va faire... Je vous avais mis des exemples d'adaptation chez les enfants, mais vous allez voir qu'on se trouve, alors ça c'est pour les troubles anxieux, des TOP, parce qu'il n'y a pas vraiment un TSA, dans le trauma, vous avez vu que c'est un peu ce qu'on a dit là, l'utilisation intensive des stimuli visuels, structure thérapeutique renforcée, motivation, module de compétences sociales, bon, globalement je vais passer vite, vous les aurez. Alors, pour le trauma,
comme dans tout, j'allais dire, il y a parfois des prérequis à travailler. Et ça, il faut vraiment les évaluer. Oui, une prise en charge avec un patient TSA qui a une comorbidité, ça va être long. C'est sûr. On ne va pas durer 30 séances. On dit d'avance, c'est plutôt 1, 2 ans minimum. Donc on va parfois devoir travailler sur des prérequis. On a dit le travail motivationnel qui peut être un prérequis, le travail autour des émotions, des cognitions, des habiletés sociales ou des stratégies de résolution de problèmes. Parce que ça, en fait, c'est tous les socles dont on va avoir besoin pour la thérapie. Sauf que si le patient il a des difficultés à faire le lien entre ce qu'il ressent et le monde de l'émotion, moi, dans la thérapie en TCCE, je vais être hyper en difficulté pour pouvoir travailler sur l'aspect émotionnel. Donc, en prérequis, il va falloir que je travaille sur tout ce qui est émotion. Comment reconnaître ses émotions, c'est quoi une émotion, à quoi ça sert, c'est quoi les différents mondes des émotions, c'est quoi, quelle émotion me fait quoi dans le corps, etc., etc., pour pouvoir ensuite travailler en thérapie. Alors j'ai mis habileté sociale, attention, pas passer 10 ans dessus, mais c'est quand même important parce qu'il y a quand même beaucoup d'études qui sortent en Amérique du Nord qui viennent pointer les groupes d'entraînement aux habiletés sociales en disant que on essaye de faire entrer les patients dans une certaine norme. Est-ce que finalement c'est ça qu'on attend d'eux, est-ce que c'est très nécessaire, etc. Et donc ils remettent vraiment en cause notamment le travail sur les émotions, vous savez, comme rire, ça c'est la joie, et reconnaître les émotions sur du papier, etc. Bon, un petit attention. Alors moi personnellement je le travaille toujours, mais avec vraiment l'idée de dire, donc en fait c'est pas grave que vous sachiez pas faire la bonne mimique pour qu'on vous reconnaisse. Par contre, ce qu'il faut que vous appreniez absolument, c'est à dire, à faire des feedbacks de comment vous vous sentez. Et ça, en fait, on va plus être là-dessus. C'est comment j'aide les autres à s'adapter à moi, plutôt que comment, moi, à tout prix, je m'adapte à l'autre. Parce qu'à tout prix, on sait les conséquences que ça a pour ces patients, la fatigue, l'anxiété, les troubles dépressifs, etc. Donc la psychoéducation, mais 100 fois avec ces patients-là, avec tous les patients, mais encore plus avec eux, pour eux et l'entourage. Avec du visuel, vous les connaissez, plein de manuels de youtubeurs, etc. Psychoéducation sur TSA, évidemment, sur les émotions parfois si besoin, les cognitions, et puis sur la comorbidité qu'on va aborder. Le partage de la conceptualisation de cas. Okay, pourquoi on imagine que cette psychopathologie elle s'est mise en place? Pourquoi? Comment? À laquelle fonction? Comment ça l'a aidé? Et comment maintenant c'est plus fonctionnel? Et puis l'alliance thérapeutique, on l'a dit, plus. 3 minutes. Ok. Donc là, je vous ai déroulé un peu les grandes étapes en général qu'on utilise en TCC pour la prise en charge du trauma. Donc on va travailler sur l'hygiène de vie. Évidemment, avec ces patients-là, attention au sommeil. On sait que de base, il y a des troubles du sommeil, en tout cas des troubles de sécrétion de la mélatonine qui peuvent engendrer des retards d'endormissement, des réveils nocturnes, etc. Donc l'hygiène de vie pour ces patients-là, elle est essentielle. Surtout qu'on sait que l'hygiène de vie, elle va moduler, modérer ou accentuer les troubles, les processus neurobiologiques. Et donc, eux ayant des difficultés au niveau des processus neurodéveloppementaux, évidemment que l'hygiène de vie peut avoir un impact sur leurs symptômes. Donc, extrêmement important. Les stratégies d'abaissement pour la dysrégulation émotionnelle, donc ça c'est ce qu'on fait pour la prise en charge du trauma. Reconnaître les symptômes précoces de dysrégulation, et bien là vous allez y passer un paquet de temps, mais c'est important. Tout ça on l'a dit. Les différentes techniques, je vous ai mis celles qui fonctionnent plutôt très bien. L'ancrage, vous y allez, c'est bon, ça fonctionne bien. La cohérence cardiaque, ça fonctionne bien. La respiration diaphragmatique, ça dépend. Il faut faire attention au type de trauma et aux troubles sensoriels. Parce que ceux qui ont des troubles interoceptifs, ça peut être très dérangeant, très inconfortable pour eux de se focaliser sur leur respiration et sur l'intérieur de leur corps. Donc ça, il faut faire attention. On leur demande. La méditation,
Bon, alors là, il faut qu'elle soit très concrète, mais il y en a un vraiment. Quand on va être vraiment en pleine conscience de la manière dont on marche, etc., ça c'est bien, ça marche, ça fonctionne très bien. Quand il va commencer à avoir pas mal de métaphores, pas mal d'abstractions dans la méditation, là, ça va dépendre des patients. Il y en a, ils y arrivent bien, ils se projettent bien. Il y en a pour qui c'est impossible. Donc là, il faut être très attentif à ça. Jacobson, en général, ça fonctionne plutôt bien. Alors là, j'ai mis point sur la relaxation de Schultz. De toute manière, de façon générale, dans le trauma, c'est pas vraiment recommandé, mais avec les patients TSA, franchement, ça marche très peu. C'est vraiment difficile pour eux. Je le recommanderais pas en première intention. J'ai mis de ne pas mettre de côté le yoga parce que c'est hyper concret pour eux. Et donc ça peut être une très bonne porte d'entrée pour toutes les stratégies de régulation émotionnelle. Pour ceux qui aiment, c'est pareil, ça leur parle, qu'ils aiment, etc. Mais des fois, du yoga, mais non, c'est hyper long. C'est une bonne porte d'entrée. Petit point sur le traitement des cauchemars. On pourrait dire que ça peut être difficile parce que on va aller leur demander de décrire en détail, de modifier le souvenir du cauchemar, etc. Ce qui peut être compliqué. Et en fait, il y a une équipe qui a fait ce travail avec des patients qui avaient des déficiences intellectuelles modérées, donc quand même modérées à légères. Ils n'étaient pas TSA, mais modérées à légères. Et ils ont eu des bons résultats en leur faisant dessiner. Donc ils leur ont fait dessiner le cauchemar entier, puis la modification avait été dessinée aussi sur le premier dessin. Et donc, au lieu de relire la scène modifiée, ils devaient regarder le dessin, se rappeler ce qu'ils avaient fait, etc. Et ils ont eu plutôt des bons résultats. Donc ça peut être... j'ai trouvé il y a pas longtemps, donc je n'ai pas encore l'article, donc j'ai pas encore testé. Sur les stratégies émotionnelles, donc normalement on va travailler sur la reconnaissance des émotions, compréhension, expression, régulation émotionnelle. Tolérer d'être en contact avec ses émotions et l'autocompassion. Bon voilà, c'est faisable, c'est long, c'est pas toujours simple, mais c'est faisable. Il va falloir y passer beaucoup de temps, poser des questions plutôt fermées, comme on l'a vu tout à l'heure, ne pas hésiter à faire des propositions. On ne fait jamais ça normalement avec nous, ou rarement avec les patients. On va rarement leur faire des propositions. Et nous, avec les patients TSA, on ne va pas hésiter parce que si on attend que vraiment ça vienne d'eux, qu'ils aient des idées, qu'ils viennent nous amener les choses, ça va être compliqué. Alors on ne fait pas une de proposition, évidemment, parce que sinon c'est de l'induction, c'est plus de la proposition. On va essayer d'en faire plusieurs, faire 4, en faire 5, et puis qu'eux ils puissent se dire, est-ce qu'ils se reconnaissent dans une ou pas du tout. Et il ne faut pas hésiter à le faire avec eux parce que sinon c'est vrai que là ça va être vraiment difficile parfois de pouvoir faire émerger quelque chose. Qu'est-ce que j'ai mis? Oui, si c'était très difficile, le travail de prérequis sur les métacognitions, sur la reconnaissance des émotions. Tolérer être en contact avec ses émotions, alors ça, il y a beaucoup de patients qui rapportent en fait, et le décrivent assez bien, des patients plutôt bon niveau, qui vont décrire qu'en fait ils ont trouvé une vraie fonction dans leur vie à éviter leurs émotions. À chaque fois qu'ils ont écouté leurs émotions, qu'ils ont partagé leurs émotions, qu'ils ont montré leurs émotions, ça s'est bien passé. Et donc du coup, enfin souvent. Et donc du coup, ils ont compris que tiens, si j'évitais au max mes émotions, si je n'en tiens plus compte, si j'arrive à être déconnectée d'elles, ça se passe bien, mieux. Bon, ça inclut aussi pas mal de conséquences, mais en trauma, ça nous pose beaucoup de problèmes parce que nous, on veut qu'ils fassent chemin inverse. Ce qui les angoisse en plus beaucoup souvent. À juste titre, on les comprend. Et l'autocompassion, je vous ai juste montré, ont-ils déjà connu cela? Surtout si le diagnostic est tardif, c'est un vrai gros boulot. Sur les stratégies comportementales, je vais essayer d'aller très vite parce que je crois que c'est fini. Voilà. En exposition, les expositions par habituation et les expositions par inhibition, ça fonctionne très bien dans cette population-là. Les expositions en imagination, c'est celle-ci où il faut être attentif parce que comme on va leur demander d'aller créer quelque chose qui n'existe pas à ce moment-là, ils peuvent parfois vous dire « bah oui, mais là je lis la scène, mais ça ne m'active pas du tout ».
Pourtant, c'est une scène traumatique, ils ont vécu, etc. Mais en lisant le récit traumatique, ça ne les active pas du tout. Alors, en bon TCCiste, on va mettre plus de détails, plus de sensoriel, plus de... Et non, non, ça ne les active toujours pas. Et quand en fait on leur pose la question, ils me disent, mais parce que ça n'est pas vrai, ça n'est pas maintenant tout de suite. Je le recrée. Et le fait de le recréer, il y a un aspect cognitif qui vient rentrer en jeu et qui annule l'aspect émotionnel. Et donc on n'arrive pas à les activer à ce moment-là. Bon, alors là, il y a possiblement d'autres choses à faire. On va vraiment se focaliser sur le niveau. On va essayer vraiment d'ajouter à fond de la sensation physique, des pensées automatiques. Des fois, en fait, c'est aussi parce qu'ils ne sont pas encore vraiment connectés à leur corps, à leurs émotions. Donc on peut retravailler ça. Parfois, on peut passer par le MDR. Ça peut aussi fonctionner. Enfin, en tout cas, on va essayer de trouver des stratégies alternatives. Surtout l'aspect cognitif, on l'a dit, pareil, ça peut être la partie la plus compliquée. Dans la plupart des recherches, en fait, ils vous disent, bah, nous, on va se focaliser sur la partie comportementale et moins travailler le cognitif. Oui, en général, c'est ce qu'on va faire, mais n'empêche que c'est quand même dommage de ne pas travailler le cognitif parce que du coup, il y a des choses qui résistent. Mais on va essayer de passer par du cognitif qui va être comportemental. Je m'explique. Par exemple, par des expériences comportementales. J'ai une pensée, je suis persuadée que la poule va me mordre. Elle va non pas me mordre, me piquer. Comment on dit? Comme ça? Pincer. Voilà, la poule va me pincer, j'en suis persuadée, elle est vraiment méchante et elle va me pincer. Et donc, j'y crois à 100%. Quand je vois la poule, elle va venir vers moi et me pincer. Et là, je vais aller travailler cette pensée-là et la mettre en réalité. Ok, on va aller voir la poule, on va voir si elle va me pincer. Moi, ce que je fais beaucoup, c'est les enquêtes sociales. Et ça, ils aiment bien. Moi, je ne sais pas. Vous allez aller demander à 10 personnes, et moi, je vais demander à 10 personnes, et on va confronter ce que nous ont dit les gens. Et même, on fait des stats. Ils aiment bien. Bon, j'espère que vous aimez les stats, parce que sinon, ils sont de plus. Et ça, ils aiment bien. Ça ramène de la réalité. Et ça vient quand même modifier la croyance dans la pensée. Donc, on va travailler cognitif. Moi, je pense qu'il faut vraiment travailler cognitif, et on essaye d'amener beaucoup de concret comportemental dans le cognitif. Prévention de la rechute, très important. Voilà, et le MDR, c'est pas ma spécialité, mais je tenais quand même à dire qu'il y a quelques études qui montrent une baisse de la symptomatologie TSA avec le MDR et une baisse de la symptomatologie traumatique. En fait, quand on lit les études, il y a quand même beaucoup dans le protocole, il y a beaucoup de limitations dans l'étude. Enfin, mais ça, c'est ma pensée, mais je trouve qu'il y a beaucoup de limitations par rapport à la population qui l'ont choisi, par rapport aux praticiens qui l'ont choisi, et eux-mêmes, en fait, quand même, sur la première étude de Fisher, enfin la dernière plutôt de 2023, ils disent que les thérapeutes ont rapporté quand même une limitation par rapport à l'alliance thérapeutique, par rapport à la population en elle-même. Donc les résultats, ils sont concluants, mais vraiment à nuancer. Je pense qu'il n'y a vraiment pas assez d'études pour qu'on puisse dire que c'est très fonctionnel. Voilà, désolée, c'était 100%. J'espère que ça allait, que vous avez quand même compris 2 ou 3 trucs.